Bonjour et bienvenue pour cette gazette du rétro gaming numéro 18 qui finalement a pu sortir avant la fin de cette année 2021 grâce à Côté Gamers, et on démarre de suite avec des news et plus précisément des news sur les machines Atari. Kings of Edom est un nouvel homebrew sur Atari Jaguar édité par Songbird Productions. Conçu par Alexander Van Noring, il s'agit d'un RPG à l'ancienne, proche d'un roguelike, plutôt attirant même s'il ne semble pas y avoir d'exploits techniques spécifiques aux FOV d'Atari. Le but du jeu est de récupérer 11 couronnes perdues, ce qui nécessitera de nombreux voyages dans des donjons avec bien entendu leur lot de monstres et de magie. On parle peu des ordinateurs Atari XL XE dans la gazette du rétro gaming. Eh bien ce portage du classique Prince of Persia va nous permettre de corriger cette erreur. Nous n'allons pas vous faire l'affront de vous présenter ce classique de Broderbund, mais sachez que techniquement ce portage Atari a été effectué depuis le code source du BBC Micro et que tous les graphismes, animations, cutscenes et musique ont été retravaillés pour faire honneur au support sur lequel le jeu a été porté. Le jeu est également téléchargeable gratuitement et comme toujours vous trouverez le lien pour vous procurer la ROM dans la description de cette gazette du rétro gaming. L'Atari 2600 est en pleine forme comme toujours avec Champ Games qui travaille sur un portage du célèbre Kix, après avoir bluffé l'assistance avec Turbo et d'autres jeux d'arcade d'ailleurs. Mais aussi Zark Stars, un jeu brésilien qui fait partie d'un concept plus large de trilogie. Le packaging est impressionnant de qualité, mais le prix est assez élevé. Reste à juger du jeu pour estimer si l'investissement en vaut la chandelle. Après une démo de Metal Slug sur Mega Drive, c'est sur Atari STE qu'un portage du jeu pointe le bout de son nez. Et attention, techniquement ça en jette quand on lit les spécifications. En effet, le jeu afficherait en simultané 70 couleurs à partir d'une seule palette de 16 grâce à une technique appelée Complementary Differing. Differing voulant dire tramage en anglais, ce que certains de nos amis amstradiens connaissent bien et je les salue au passage. Mais ce n'est pas tout, les sprites pourraient faire jusqu'à 256 pixels de large, et côté bruitage, c'est open bar avec 672 kilo-octets de samples. Bon, par contre, il vous faudra quand même un Atari avec un disque dur pour essayer la démo. Alors n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires de cette gazette sur la démo de ce premier niveau. C'est la mode de la réédition rétro. On ne compte plus le nombre de jeux d'époque désormais réédités en bonne et due forme, c'est-à-dire pour la machine initiale. C'est une relative bonne idée puisque cela rend de nouveau accessibles certains jeux qu'il devenait difficile de dénicher sur le marché de l'occasion, mais c'est aussi clairement une facilité à exploiter des jeux déjà faits pour faire du business. Nous sommes donc partagés vis-à-vis de cela et préférons toujours privilégier la création et la nouveauté. C'est pour ça qu'on aime le homebrew dans la gazette. Rapidement, citons donc Mad Stalker sur Mega Drive, qui a cependant l'avantage d'être un inédit puisqu'il fut annulé à l'époque. Ce jeu prend place dans une ville post-apocalyptique en l'an 2142. Il raconte l'histoire d'un ordinateur qui prend le contrôle d'unités méca laissées après la guerre. Ceux-ci font des ravages dans la ville et c'est à vous de les arrêter en pilotant un autre méca à travers 6 états. Autre jeu réédité et peut-être plus connu, Gaia-Res, toujours sur la 16 bits de Sega. L'originalité de ce shoot'em up, réputé difficile, est que pour vous défendre, vous avez la possibilité de copier, dirons-nous, l'arme des ennemis, ce qui fait une énorme partie de l'originalité du jeu. Et toujours côté réédition, même la Nintendo 64 profite de l'aubaine pour accueillir une réédition de Worms Armageddon, la Game Boy aussi au passage. Côté Gamers a annoncé récemment la sortie de leur second jeu pour MSX appelé Solo. Il s'agit du jeu ayant terminé second lors de la dernière MSX Dev, et sa qualité et son intérêt indéniable font qu'il n'a absolument pas volé sa deuxième place dans un concours toujours très relevé. Les précommandes sont ouvertes depuis quelques temps, il ne faut donc pas tarder si vous voulez vous le procurer. Vous trouverez les liens de précommande en description de cette vidéo bien entendu. Et puisqu'on parle de MSX, sachez également que Soul Skipper, le nouveau jeu de Oniric Factor, est également en précommande. Il s'agit d'un jeu dont le scénario semble bien tarabiscoté avec une histoire de ville qui contient des esprits et autres fantômes qu'il va falloir délivrer de force du mal. Ou alors le scénario est tellement tordu qu'on n'a pas compris à la gazette, ce qui peut arriver, avouons-le. Bref, c'est un jeu de plateforme qui a l'air joli et bien foutu, mais on ne saurait pour le moment en dire beaucoup plus.
Gold-Grind Night of the Necromancer sur NES avait fait l'objet d'un Kickstarter au printemps dernier qui a connu un certain succès, lui permettant d'atteindre un palier pour en proposer une conversion sur Dreamcast et sur PC également. Celle-ci a vu le jour récemment en édition physique. D'ailleurs, on vous en parlera plus précisément plus tard dans la rubrique test. Ah, teaser, continue de chien. En 1983 sortait une conversion du jeu d'arcade Popeye sur nos bons vieux Commodore 64, conversion faite par l'éditeur Parker Brothers. Une conversion somme toute sympathique qui avait fait certainement le bonheur des fans du marin bouffeur d'épinards, aussi célèbre que Son Goku à son époque. Eh bien, figurez-vous que 40 ans plus tard, une nouvelle version développée à l'époque vient de sortir de l'espace intersidéral de vieux cartons poussiéreux du développeur Jack Verzon qui travaillait chez On Time Software. Cette version complète, différente de la version Parker Brothers, est désormais librement téléchargeable à l'adresse qui sera de nouveau donnée dans la description de cette vidéo. Notez quand même que le jeu est fort différent de la version finale, bien sûr je ne parle pas uniquement des graphismes, mais également de la difficulté du jeu. Olive envoyant ses cœurs à Popeye de manière bien lente, ces derniers sont également bien légers et mettent du temps à descendre. Il vous faudra survivre bien plus longtemps à un Brutus bien plus agressif, ce qui rend le jeu beaucoup plus challengeant que la version commerciale, mais également plus ennuyeux et quelque part beaucoup plus lent dans son rythme. Alors malgré que cela relève la difficulté du jeu, qui était déjà d'un niveau intéressant dans la version commerciale, notez-le bien. Le Commodore Plus 4, c'est un peu le Commodore 64 sans la gestion des sprites, ces objets qu'on peut bouger sur l'écran de manière très simple. La Gazette simplifie un peu la chose, mais nous ne sommes pas non plus là pour vous donner mal au crâne. Cela pourrait changer si un sponsor type Doliprane ou Efferalgan nous proposait quelques milliers d'euros, mais ce n'est pour le moment pas le cas. Bref, développer sur Commodore Plus 4 n'est pas chose des plus aisées, et pourtant certains en font des miracles, comme le prouve cette version d'Arcanoid qui tourne devant vos yeux. Même sans sprite, le jeu est aussi agréable à jouer que la version Commodore 64 et se targue même le luxe d'être un peu plus coloré. Et devinez quoi, c'est également téléchargeable gratuitement à l'adresse qui se trouve, vous savez. Si le nom de Hollow Knight vous dit quelque chose, c'est peut-être normal, c'est un jeu qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Bref, ça ressemble, comme on dit, à un succès commercial. Le scénario du jeu original suit la quête d'un chevalier insectoïde qui voyage dans les tréfonds du royaume d'Hollow Nest pour y éradiquer l'entité maléfique. Le jeu prend la forme d'un Metroidvania, et ce que vous voyez à l'écran est un hommage ZX Spectrum au jeu appelé lui Hallowed Knight. Cette version du jeu prend la place à Hallowed Nest, bordel que c'est compliqué à prononcer, le royaume souterrain rongé par un mal étrange. Cette version tourne sur un ZX Spectrum 48 kilo-octets de mémoire et vous prendra moins 1 heure pour le terminer, ce qui est une durée de vie extrêmement honorable pour un jeu gratuit typé Metroidvania tenant sur uniquement justement 48 kg de mémoire. Si je vous dis DuckTales, vous pensez très certainement Bande à Picsou et très certainement également au chef-d'œuvre de Capcom sur NES dans lequel on incarne justement Oncle Picsou et sa canne magique qui lui sert de pogo stick. Eh bien ne vous attendez pas avec cette version Spectrum à jouer à quelque chose d'aussi évolué, mais pourtant c'est loin d'être désagréable à jouer. Par contre, musicalement, comme vous pouvez peut-être entendre derrière ma voix suave, on est bien sur Spectrum et le générique sonne comme une guitare mal accordée. Côté scénario, Exit Picsou, Riri, Fifi et Loulou qui sont partis au pays des Carpates où se trouve un vieux château abandonné. La légende dit que des richesses incalculables y sont encore conservées et que personne n'a jamais pu les trouver. Mais en atteignant le trésor, situé dans le donjon du château, Picsou et ses neveux tombent dans un piège. Un personnage féminin que j'avoue ne pas connaître, la nièce, certainement de Picsou, Webby, qui était pour sa sécurité restée à l'extérieur et faire la cuisine, merci le patriarcat blanc, s'arme de cailloux et va voir ce que glandent les 4 bras cassés depuis des heures. À elle de retrouver les 4 lascars emprisonnés et si possible de ramasser un max de trésors pour rendre heureux le vieux Grigou et ainsi débloquer la meilleure fin du jeu.
Comme vous pouvez le voir, le jeu prend la forme d'un jeu d'action-aventure plateforme classique, où Abby peut sauter et tirer des cailloux de manière infinie, mais pas façon mitraillette. Il faudra attendre que le précédent touche un obstacle ou sorte de l'écran pour en tirer un second. Les ennemis sont fragiles et un coup suffit pour les détruire. Mais la difficulté du jeu ne vient pas d'eux, mais du level design plutôt intéressant. On se trouve face à un jeu typé Morrowind, mais avec de l'intelligence dans le level design. Les ennemis volants ont une raison de voler, et vous ne vous transformerez pas en boule de flipper au moindre contact. Par contre, vous perdrez une vie. Il faudra surtout optimiser le parcours pour atteindre les trésors et les clés en évitant les dangers naturels des écrans, les ennemis n'étant pas réellement une menace si vous savez viser. Le jeu est plutôt joli pour le ZX Spectrum, coloré, et le Color Clash, même s'il est existant, assez limité grâce encore une fois à une construction intelligente des écrans. DuckTales ZX n'arrive pas à la cheville de son grand frère sur NES, mais n'en reste pas moins un excellent jeu, abordable pour tous sur la machine de Lord Sinclair, et je ne peux que vous conseiller de sauter dessus gratuitement grâce à l'URL en description de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez y jouer par le biais d'un émulateur sans aucun souci. Dungeon and Doom Knight, c'est un Zeldavania pour NES. Non, il n'y a pas de notion d'expérience, mais comme dans Zelda, il vous faudra trouver des clés et autres objets pour progresser et trouver les donjons à explorer dans une map énorme, puis vous passerez en mode plateforme à la Castlevania lorsque vous pénétrerez dans les donjons. Un mot rapide sur le scénario du jeu, qui est lui-même très succinct. Le jeune héros, Artix, revenant de passer les épreuves pour devenir un paladin, trouve sa maison détruite par une armée de morts vivants, et vous avez décidé de trouver et d'exploser la tête du commanditaire de ce massacre. Mais avant de trouver ce vilain individu, il vous faudra trouver votre chemin dans les 500 écrans que compose l'aventure de ce jeu. Armé en début de jeu de votre hache, que vous perdrez rapidement à cause d'un individu et une phase de dialogue hilarante, quand on connaît les références qu'elle détourne, il vous faudra progresser tant bien que mal dans cet univers composé essentiellement de zombies, au moins au début. Heureusement, après avoir récupéré votre hache, une première arme secondaire pourra être trouvée. Cette arme, c'est plutôt une technique, la technique du lancer de chat sur les ennemis, mais qui servira surtout à résoudre quelques énigmes. Finalement, il n'y a pas que les dialogues qui ont un côté décalé. Développé avec NESmaker, un outil de développement qu'un enfant de 8 ans pourrait utiliser, on pourrait croire que Dungeon and Doom Knight ressemble à tous les autres jeux NESmaker. Alors oui, on reconnaît le moteur qui fait tourner le jeu, mais l'alternance entre mode Zelda et mode plateforme, la construction des niveaux, les énigmes, les graphismes, l'univers et surtout l'humour des dialogues, hélas qu'en anglais, font qu'on a devant nous un jeu à part entière qui arrive à tirer son épingle du jeu sans problème. Son seul point noir peut-être ? On possède des vies infinies et les sauvegardes sont nombreuses. Mais le jeu semble long, tortueux, et finalement cette facilité, entre gros guillemets, permettra à tous d'apprécier le jeu. Les personnes voulant une difficulté supérieure pouvant reprendre le jeu de zéro à volonté. Si le jeu vous intéresse, sachez qu'une version physique est dématérialisée et disponible à l'adresse que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo, et on ne peut que vous le conseiller. Gold Green Knight of the Necromancer est un jeu de plateforme action à défilement automatique dédié à la base à la NES et qui a été porté sur Dreamcast. Je remercie d'ailleurs un ami au pseudo d'Hannibal de m'avoir fait parvenir cette version Dreamcast. Alors point de secret, ce jeu a été développé encore une fois avec NESmaker et la version Dreamcast c'est la version NES émulée directement sur la console. Bref, les deux versions seront identiques en termes visuels et de contenu. Vous jouerez le rôle de deux personnages en simultané, un premier du nom de Nox, et l'autre est sa petite amie Veronica qui est adepte des couteaux pointus et devront empêcher le méchant Vlad Dragovi de ressusciter les morts avant que minuit ne sonne. Oui, encore un jeu NESmaker, mais bien différent de Dungeon and Doom Knight présenté précédemment. Le jeu est une sorte de endless runner à scrolling imposé, sauf qu'on est loin d'être endless, et que chaque niveau a une fin et pléthore d'obstacles bien prises de tête. Pour y survivre, vous pourrez soit utiliser le double saut de Nox et son arme bourrin qui tire droit devant lui, ou le saut simple mais plus haut de Veronica qui tirera plus en hauteur. Bien entendu, sur votre chemin, certains obstacles ne seront destructibles que par un seul type d'arme. Il faudra donc changer votre personnage à la volée, en mettant votre pad à droite ou à gauche selon le personnage que vous voulez faire apparaître.
Ce jeu lui aussi possède des vies infinies, ce qui ne sont pas un luxe cette fois-ci car vos nerfs vont être mis à très rude épreuve et les morts s'enchaîner par paquet de 12. Gold Grind est un jeu qui mettra vos réflexes et surtout votre patience à vif et qui prouve que bien utiliser NESmaker peut permettre la production de types de jeux bien différents des uns des autres, même si j'avoue lui préférer Dungeon and Doom Night bien moins énervant. Mais tout cela n'est qu'une histoire de self-control. D'ailleurs reprenons notre calme car c'est la fin de cette gazette du rétro gaming numéro 18. Nous espérons que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à exprimer vos goûts sur les jeux présentés en commentaire et comme toujours nous terminons en musique et en démo. Alors à bientôt pour une prochaine gazette du rétro gaming.